Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un update lecture. Avant toute chose, je voulais simplement vous prévenir que ce week-end du 13 au 15 août, je serai au Médiéval de Falaise. Alors Falaise, ça se situe entre Alençon, Le Havre et Caen. Si je suis très bonne en géographie, ce que je ne suis pas, mais dans ce coin-ci, c'est une fête médiévale qui fête ses 20 ans et cette année ça s'ouvre à l'imaginaire aussi, et donc je serai présente. Si vous avez envie d'acheter les livres des Trois Nornes, n'hésitez pas, si vous avez envie de passer pour discuter, n'hésitez pas. L'accès au marché médiéval est totalement gratuit cette fois-ci et nous n'aurons pas de surprise. Sur ce, je vais vous présenter 3 ouvrages, plus particulièrement 2 ouvrages en fait, parce que le troisième, c'est 2 livres à la suite que j'ai lus, donc je vais vraiment les englober ensemble. Le premier est donc Un écho du futur de James Islington, donc chez Léa, qui est donc le 2e tome de la trilogie du Licanus. C'est une charte graphique assez sympa, je trouve que les couvertures elles ont un véritable art. Je trouve pas ça forcément hyper esthétique, mais elles ont un impact assez intéressant, voilà, on les notifie de loin. Ça parle de quoi? Alors déjà, on est sur un tome 2, donc je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est l'histoire de Davian qui vit dans un monde où il y avait des augures. Ce sont des personnes donc, qui pouvaient prévoir un petit peu ce qui allait se passer. Elles ont été chassées, mises en exil, voilà, tuées. Et il y a les talentés. Les talentés, ce sont des personnes qui ont des dons, et en fonction de tout ce que tu trouves en fait dans ce monde, c'est plus ou moins apprécié. Davian, il va suivre des cours dans une académie pour talentés, et il va suivre donc une espèce de, comment dire, baccalauréat, c'est pas le baccalauréat mais de test, voilà, savoir s'ils sont aptes ou pas, et s'ils sont pas aptes, bah quoi. Et le problème c'est que Davian, il sent pas le test, il y arrive pas, ça lui pose des problèmes, un peu stressé le pauvre gars, ce que je peux comprendre, et un jour quand il se balade en fait, on va lui confier une boîte un peu particulière, et donc il va partir avec son ami Weir pour accomplir son destin, comme une bonne œuvre de fantasy qui se respecte. Et le gars a quand même bien senti le coup, parce que le lendemain, il y a eu un massacre en fait à l'académie, ils ont tué tout le monde, sauf Asha, qui était une de leurs camarades de classe, qui va être transformée en créature. Asha va essayer de savoir pourquoi on a cherché à les massacrer. Weir et Davian, eux, vont essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette boîte exactement, et sur leur route, ils vont rencontrer le personnage de Kaeden. Je suis obligée de vous parler de Kaeden parce que, à mon sens, c'est presque le personnage principal de ce tome 2 qui, malgré le fait qu'il a été une lecture assez sympa en soi, pas non plus une lecture que j'ai trouvée géniale, c'est un tome 2 en fait, et ça a tous les problèmes des tomes 2, voilà, c'est simplement ça. On prépare le terrain pour le tome 3, on le sent extrêmement bien. C'est un livre que je vous avais dit dans le tome 1, qui était assez drôle, dans le sens que il est original sur certains points, mais en même temps, c'est de la fantaisie adulte sur d'autres, parce que c'est quand même assez violent. Et en même temps, ça pompe pas mal de concepts de la fantasy young adulte. Notamment, il y a des scènes dans le tome 1, t'as vraiment l'impression de lire de la young adulte. C'est assez percutant hein, sur les types de personnages présentés, sur les caractères, sur ce qui est dit. C'est assez prégnant. Et dans ce tome 2, en fait, on suit un peu tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Et notamment, donc, les personnages se séparent, chacun ont des quêtes différentes. Et l'avantage dans ce texte, et ce que j'ai trouvé le plus pertinent, c'est que leurs quêtes se retrouvent croisées et ils sont pas forcément potes via leurs quêtes. Quoi. Ils se retrouvent un peu en mode il y a un problème quoi, on va pas forcément s'entendre, alors que d'habitude ce sont les amis et ils luttent contre le mal. Là on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus subtil, et où est le mal dans tout ça? On va donc avoir le personnage de Davian qui était un peu le personnage principal de l'histoire, que j'ai trouvé un peu désaxé au profit de Kaeden là, qui on va apprendre son passé, je vais pas vous en dire plus, mais ce qui a été pour moi une des choses les plus intéressantes, parce que c'est une des choses sur lesquelles j'ai l'impression qu'on a vraiment avancé dans le texte. Le reste c'est vraiment, on place les jalons pour le tome 3. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, de bataille et tout ça. En fait, je suis en train de lire le livre des martyrs, sur ça me fait un lien, mais je suis en train de lire le tome 3 et je me dis où est l'action, tu vois. J'ai l'impression qu'on passe à côté des batailles, qu'on est beaucoup dans la préparation. J'ai toujours un petit coup de cœur pour le personnage de Weir, mais c'est parce que voilà, il est sympathique, le garçon il est sympathique, et voilà, c'est le genre de, je peux pas vous dire qui il est parce que sinon c'est du spoil du tome 1, mais c'est le genre de personnage qui me rappelle un peu mon enfance et tout ça, le côté young adulte, je trouve ça assez sympa. On est un peu plus détaché quand même de la young adulte dans celui-ci, on voit que les personnages ont grandi, que les enjeux s'étoffent et que c'est de plus en plus violent. On a un world building, alors là franchement c'est le tome, alors c'est assez drôle, c'est le tome où on a travaillé world building. On s'est dit bon, on va travailler ça, des faveurs de l'action ou même de la narration, de l'avancée de l'histoire, on est vraiment sur, voilà, il y a eu ces grandes guerres, il faut développer tout ça, ce qui fait que c'est un peu maladroit selon moi en termes d'écriture.
Ce livre, s'il est lu par un lectorat adolescent, je pense qu'il n'y a pas de problème. Un lectorat adulte, il verra quand même les ficelles d'écriture, elles sont assez visibles. Par contre, alors ce que je dois dire, c'est que voilà, j'ai passé un moment assez sympa de lecture. Les personnages sont assez sympas. Il y a beaucoup de choses qui sont originales dans le texte et qui changent un peu. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Mais surtout la fin, les gars, c'est une fin très bonne. Voilà, c'est un véritable cliffhanger qui pose ses balls sur la table en disant voilà ce qui se passe. Et si j'étais en mode attends, il s'est vraiment se passer ce qui s'est passé. J'ai relu au moins 3-4 fois les dernières pages en disant ok, d'accord. Bon, le tome 3, je pense que ça va castagner. Le tome 3, ils disent au bord du monde. Voilà, tout est fait en fait sur ce qui va se passer au bord du monde. Donc j'ai vraiment très hâte. Mais je dois dire que celui-ci souffre vraiment. Si vous aimez pas les longueurs, si vous êtes pas fan du world building et tout ça, vous allez un peu pédaler dans la semoule parce que là on est dedans, on navigue dans ces eaux troubles. Mais le côté un petit peu, on casse certains clichés tout en entretenant d'autres, fait que le livre est assez sympa. Alors c'est pas révolutionnaire, mais on est dans un livre d'imaginaire qui fait le taf, voilà, avec un monde qui est construit, qui est un petit peu original, avec ses augures, ses talentés, la géopolitique, avec pas mal de personnages, voilà, un petit peu intéressant. On voit que Léa, ils aiment bien les univers à world building étoffés en personnages. Moi j'aime bien ce genre d'univers. Je sais que ça correspond pas forcément à tous les types de lectorat, et faut dire, alors c'est toujours le cas, ça je tiens à le dire, il y a énormément de dialogue, c'est quasiment que du dialogue, donc ça se lit très vite. Par contre ça manque énormément pour moi de description au niveau des lieux, de tout ça. En fait le world building est transmis par la parole, donc c'est un peu lourd en termes de narration. Bon, après ça se lit vite, je pense que c'est pour le rythme, mais pour des appréciateurs, on va dire, de littérature, où il y a de la description, où il y a des lieux et tout ça, ça peut véritablement vous frustrer, parce que là on est vraiment sur ce style d'écriture là. Voilà, moi c'est pas ce que je préfère. Ensuite, on passe au gros pépère aussi qui m'a été envoyé. On va faire ça dans l'ordre des choses. Je vous présente le tome 12 et le tome 13 de La Roue du Temps. Le tome 13 est dans un état, je vous les ai présentés en book haul, il a fait la guerre le machin. Donc le tome 12 de La Roue du Temps, il est important de vous le présenter parce que je suis obligée de le mettre sur mon épaule, le truc passe trop lourd. Voilà, je suis fatiguée en ce moment, je n'ai pas la force. On est donc sur une écriture un peu particulière, hein, comme je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois. La Roue du Temps, malheureusement l'auteur est décédé au tome 11, donc on a eu déjà un long temps pour avoir la suite, ce qui est assez frustrant pour le lectorat, surtout c'est pas le même auteur. Alors, il faut déjà avoir le présupposé que Sanderson, ça a un petit peu validé sa carrière, ou du moins ça l'a mis un peu sur l'échelle internationale. Je pense pas que Sanderson aurait eu le succès, bon, c'est un peu présomptueux de dire ça, actuel, s'il n'avait pas bossé sur La Roue du Temps et a eu cette un peu image d'auteur qui a réussi à redonner un univers assez cool. Donc sur une trilogie qu'il a écrit, qui est en fait un seul et unique tome, c'est ce qu'il explique. Jordan a laissé ce qu'il voulait comme histoire à la fin, il y a eu des notes, voilà, Sanderson était accompagné dans l'écriture, il y avait sa femme et tout ça, et vous allez même le voir dans le style qu'il a copié un peu le style à Jordan avec des types d'expressions. Je vous le dis tout de suite avant de l'oublier, Jordan a un gros problème avec le mot fesses dans le texte, les personnages tombent sur les fesses, il y a plein de jeux de mots qui tournent autour des fesses, bref c'est un truc assez dedans qui est assez lourd. Alors je sais pas si c'est pour la traduction ou pas, mais c'est très présent, et pour avoir lu du Sanderson, je veux dire ses séries principales, j'ai pas eu le souvenir qu'on remette ces private jokes dedans, donc voilà, ce qui est dit. Je vais englober donc le tome 12 et 13 parce que comme je les ai lus à la suite, pour moi, voilà, c'est un seul et même tome, et en fait, c'est a été écrit comme un seul et unique tome. Le tome 12 à 14, en fait, c'est l'unique tome, c'est la préparation et l'ultime bataille. Sanderson le dit, il l'a pensé comme ça. Voilà, le découpage peut être même un petit peu arbitraire au niveau des bouquins, mais c'est pensé comme un unique et dernier tome pour conclure La Roue du Temps. C'est un exercice très difficile pour un auteur à faire. On va mettre peut-être le négatif en premier, si ça me revient comme ceci. Parfois ça va être mélangé les arguments, vous savez je ne prépare jamais les vidéos. Comme je vous dis, ça reprend les types d'écriture de Jordan, c'est-à-dire que je trouve que ça parlote beaucoup, que c'est assez long en termes de rythme, et que ça reprend des expressions ou voilà, des manières de faire de Jordan, même si Sanderson s'en défend un peu dans l'écriture, ça se sent je trouve par rapport à ce que j'ai lu de lui.
Après, que ça soit Jordan ou Sanderson, j'aime pas du tout leur humour en écriture. Voilà, je trouve que c'est un peu bébé à chaque fois. Donc voilà, ils se correspondent bien là-dessus, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je pense que les points négatifs qui sont à souligner, et c'est pas des points qui sont de son fait, en fait, c'est du fait du format et de comment ça s'est passé, c'est la précipitation du récit. Alors vous allez vous dire, attends, ça fait 25 tomes que tu nous saoules en disant que c'est lent et là c'est précipité. Non, mais vous voyez pas la différence que c'est que Jordan écrit 3 ou 4 livres pour expliquer quelque chose, alors que Sandy, paf 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 paf, tout se règle. Alors je préfère largement comment Sandy écrit La Roue du Temps. C'est pas un, voilà, c'est horrible à dire, mais je préfère. Voilà, ça avance, on a des choses qui avancent, parfois c'est même un peu trop précipité. Je prends l'exemple parce qu'en fait cette précipitation qui est assez agréable, hein, ça pourrait être un point de vue on va dire positif dans la chronique, elle est agrémentée en fait d'un point un petit peu plus négatif, c'est le fait que ça a un souci de manque de crédibilité. Ce manque de crédibilité il se témoigne notamment avec la personnalité de Rand. Alors pour ceux qui n'ont pas lu la Roue du Temps, c'est pas forcément du spoil parce qu'on sait que ça va se passer comme ça. Rand va être l'élu, hein, c'est le dragon, c'est celui qui doit combattre les forces du mal, et sauf que en fait dans le roman il est habité par une présence qui le rend un peu fou et qui lui fait du mal, quoi. On voit qu'il souffre, et Rand c'est un personnage qui devient détestable dans les premiers tomes, qui se bouge pas trop, qui se pose beaucoup de questions, qui chouine, bref il est là-dedans, et en fait chez Sandy, Rand change totalement de personnalité, mais il a un dédoublement de personnalité, hein. C'est-à-dire que il va avoir un switch et après il est en mode je vais sauver le monde, accueillir le Messie, et je suis en mode qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas. Bref, il y a vraiment un changement, c'est hyper frappant en termes de crédibilité. Je me suis dit, ok, bon là c'est tout à fait le cas que on n'a pas le temps de développer le changement progressif de Rand en se disant, c'est bon mon gars, t'as chouiné pendant 20 tomes, on va peut-être passer à autre chose. Voilà, accepte ton rôle, de toute façon tu peux pas y échapper, et puis voilà, parce que Rand c'est, oh je vais mourir à la fin de la bataille, ouin ouin ouin, c'est chiant, voilà. Si je peux décrire Rand comme ça, il est chiant, voilà, il est chiant, et c'est vrai que pour le coup, c'était assez étonnant. Mais je me suis dit, ok, il y a plusieurs fois, je vous laisserai découvrir dans le texte, où il y a quand même des soucis de crédibilité. Ensuite, alors je dois vous dire que moi j'ai beaucoup aimé mes lectures, hein. Comme je vous dis, j'ai lu 2000 pages en l'espace de même pas une semaine, parce que c'est que ça me plaisait. C'est que voilà, enfin, je veux dire, enfin l'ultime bataille démarre, et je suis en mode waouh, enfin. J'étais scotchée, hein. J'étais scotchée, j'étais en mode merci d'enfin avancer les choses, qu'il y a un peu d'action, qu'on avance dans tous les points de vue, parce que le problème c'est que Jordan il s'est s'apesanté, mais tous les personnages commencent à avoir leurs choses réglées, hein, que ça soit Matt, Perrine, Avienda, bref, tous les personnages commencent à avoir leur point de vue. Alors bref, parfois c'est un peu torché en mode on se dépêche, mais voilà, comme Avienda par exemple, tu le sens que voilà, c'est précipité. Voilà, ça c'est un point de vue où on se dit bon, c'est un peu mieux. Bon, j'ai toujours un problème assez énorme avec la relation de Rand et les femmes. Voilà, parce que dans le texte, c'est bien mis là, hein, c'est pas moi qui psychote, c'est qu'il y a, on va dire, un trio, il y a 3 femmes et Rand a 3 femmes, c'est un peu plus compliqué si on aurait potentiellement une 4e. Déjà, les femmes avec Rand veulent un peu Rand, mais sans lui demander son contentement. Parfois, ça me gêne un peu. Déjà, dans le texte, je trouve ça un peu glauque. Mais surtout, il est bien dit là-dedans que Min, qui est un des personnages féminins, qui est un peu le personnage féminin le plus proche de Rand, physiquement parlant, dans les deux sens, c'est-à-dire à proximité, mais même au niveau du partage de la couche. Voilà. Elle dit à un moment qu'elle est pas hyper chaude, quoi, de partager son homme avec 2 femmes, ce qui peut être compréhensible, voilà, en soi. Et donc, moi ça me gêne un peu, tu vois, ce côté un petit peu, on va dire, polygame, on justifie ça par le récit, voilà, c'est un peu chelou, sachant que les personnages sont pas consentants, voilà, c'est la prophétie qui le dit, les filles elles aimeraient bien avoir Rand pour elles toutes seules, tu vois, donc je trouve ça un peu, voilà, et dans le texte c'est un truc qui me, voilà. Donc voilà, en soi, on avance là-dessus. J'étais très surprise par le récit. Alors j'étais très satisfaite parce qu'il y a un événement qui se passe et je me suis dit, Sandy,
tu as entendu mes prières, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, il y a des choses vraiment très très bonnes dans le récit qui se passent. J'ai tellement envie de vous en parler, mais c'est du spoil, mais voilà, on va avoir des moments épiques, tragiques, qui jouent beaucoup sur la nostalgie avec certains personnages. On va avoir cette ultime bataille qui se prépare avec des jalons où c'est pas facile en fait de former des armées, de réunir tous les peuples contre le méchant, parce que les peuples sont pas d'accord les uns envers les autres. Il y a beaucoup de trahison, ça avance sur tous les plans, que ça soit de la Tour Blanche à Mat, Perrine, à tout ça, et de voir en fait les personnages qui ont lié des alliances avec des différentes personnes et que eux aussi ça pose des problèmes au niveau de leur avancée sur tout ça, c'est assez chouette. Mais je dois dire que la fin du tome 13, moi j'étais en mode merci beaucoup. J'ai vraiment hâte du tome 14 parce que ça promet. En fait, j'ai hâte de voir les réactions des personnages et je suis emballée dedans. En fait, j'ai l'impression de retrouver un récit où j'ai de l'attachement pour les personnages, même si voilà, il y a des défauts bien sûr, parce que c'est pas son œuvre à lui, Sanderson. Donc forcément que les personnages doivent partir quand même d'une base qui est déjà préexistante. Mais je trouve qu'il y a des enjeux, qu'il y a de l'action, que les choses se règlent, qu'on avance, et sincèrement c'est beaucoup plus agréable à lire, je trouve, que Jordan. Ça c'est mon avis personnel, mais quand tu vois que la quête de Perrine et de vis-à-vis de Fail doit durer, je pense, 4 tomes, ouais, je pense que c'est 3-4 tomes face à de gros tomes, comme ça, de Jordan. C'est long quoi, c'est long, et là quand tu te dis c'est réglé en 2-3 mouvements, c'est bon, on a compris. En plus c'est une quête qui est pas... Bon, voilà. Après je reproche toujours le fait qu'il y a énormément trop de personnages qui fait qu'on se perd dans l'intrigue, c'est lourd, voilà, ça, on développe pas, il y a toujours un petit peu les mêmes problématiques vis-à-vis du corps des femmes, je l'ai noté dans le texte, mais... t'as des formulations et Sandy les reprend, mais je pense pas qu'il les pense vraiment, je pense que c'est parce que c'était déjà présent, mais il y a une espèce de grossophobie sous-jacente dans le texte, avec oui, ce personnage en potelé, mais quand même séduisant, parce que le quand même est important. Tu te dis, ouais, bon, je sais que ça a été écrit dans une autre époque, mais on le lit maintenant, et La Roue du Temps fait partie des classiques, pas forcément une très très bonne image des femmes, qui passent pour des hystériques, alors je trouve que c'est moins présent chez Sanderson quand même que chez Jordan, mais voilà, plus qu'à attendre le tome 14, je vois qu'il est à 30€, par contre je pensais qu'ils étaient à 25 comme d'habitude, mais bon, c'est la hausse du papier, puis c'est quand même des belles bricasses, on parle de livres qui font presque 1000 pages, bon en ce moment je fais que ça, c'est pour ça que je vous présente que peu de livres, c'est que je lis que des bricasses, je continue, et voilà, je donnerai mon avis sur le tome 14 dans une vidéo dédiée à La Roue du Temps, voilà, du tome premier jusqu'à ces tomes-ci, mais je suis pas contente dans le sens qu'on peut pas se réjouir du décès d'un auteur, mais je suis contente de la qualité que Sanderson a fait, et je comprends pourquoi Sanderson a été un peu salué pour ça. C'est compliqué de reprendre une fanbase, faut vous imaginer, la Jordan, pour certains lecteurs d'il y a 20-30 ans, c'était pas la hype de Game of Thrones, parce que Game of Thrones c'est en dehors du lectorat d'imaginaire, mais faut vous imaginer un George R.R. Martin avant la série, tu vois, qui était déjà, Game of Thrones était déjà très célèbre avant la série, faut le rappeler. Donc imaginez un auteur qui nous quitterait, voilà, très important. La Roue du Temps fait partie des best-sellers de l'imaginaire, c'est dans la hype de Tolkien et tout ça, c'est des auteurs qui sont très très importants. Tu dis Jordan, pour moi quand j'ai commencé, j'avais pas forcément ce recul en me disant c'est si culte, parce que c'est sorti bien avant ma naissance. Pour moi il y a des récits bien plus cultes de l'imaginaire que Jordan, mais tu prends voilà, c'est toute la génération Jordan, Gemmell, tout ça c'est des auteurs qui sont très très importants, et pour le coup voilà, c'est la fantasy aussi qu'il faut replacer dans un ancien siècle, mais Sandy a fait du bon travail, c'est ce que j'avais envie de souligner. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous êtes arrivé à cette époque-là de La Roue du Temps, ce que vous en pensez, si vous voulez nuancer un peu plus mon propos ou complètement être en désaccord. Je serais très intéressée de voir votre avis. Et puis sur les Échos du futur, si vous lisez la trilogie Licanus, je vois personne en parler en fait, donc je serais assez contente d'avoir votre avis pour le coup, parce que moi c'est sympa, tu vois, mais c'est sans plus, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez vous de cette lecture, pour le coup, ça me donnerait des avis, voilà. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, on se voit à Falaise pour ceux qui seront là, et une très bonne journée.